Ce projet pourrait être le plus gros projet crypto de tous les temps derrière Bitcoin et Ethereum. Ils ont créé le stablecoin avec la croissance la plus rapide de toute l'histoire de la crypto. En plus de quoi, ils ont établi le record de l'application décentralisée la plus lucrative de tous les temps sur la première semaine de mars 2024. Arthur Hayes, l'une des personnalités les plus suivies et respectées de l'écosystème, a estimé que la FDV de la crypto ENA, la crypto relative à ce projet, devrait être de 189 milliards, selon les standards actuels du marché. Ce qui en ferait la troisième crypto avec la FDV la plus élevée, derrière Bitcoin et Ethereum, et très loin devant toutes les autres. Alors est-ce que c'est un délire complet ou est-ce que c'est la naissance du prochain mastodonte de l'écosystème? Aujourd'hui, on parle d'Ethena. Tout commence quand Arthur Hayes, le CEO d'un exchange centralisé qui s'appelle BitMEX, et personnalité extrêmement respectée de l'écosystème, publie un article intitulé Dust on Crust le 8 mars 2023. Dans cet article, il fait une critique des stablecoins dominants du marché, l'USDT et l'USDC, dont la valeur repose sur des actifs qui sont stockés dans des banques américaines. Il publie cet article dans une période assez tendue pour le système bancaire américain, où beaucoup craignent une crise bancaire généralisée et des faillites en cascade. Les taux d'intérêt ont explosé pour freiner l'inflation, ce qui a entraîné une dégringolade des prix des obligations américaines, ce qui a mené beaucoup de banques au bord de la faillite. D'ailleurs, le jour exact de la publication de cet article, la banque Silvergate fait faillite, suivie 2 jours plus tard par la Silicon Valley Bank. Et le stablecoin USDC, dont une partie des réserves étaient stockées à la Silicon Valley Bank, commence à dépeg du dollar, perdant jusqu'à 13% de sa valeur au plus bas. Une réaction de panique, mais assez naturelle quand le marché craint que une partie du collatéral derrière l'USDC disparaisse complètement. D'ailleurs, une histoire assez cocasse, c'est que le DAI, qui est un stablecoin qui est décentralisé, qui est supposé décentralisé, a également dépeg à ce moment-là. Et ce parce qu'une partie significative de son collatéral était en USDC. Arthur Hayes, dans son article, avait épargné le DAI dans sa critique des stablecoins, mais apparemment, le DAI est également exposé et la situation est encore plus compliquée que ce qu'il craignait. La critique faite par Arthur Hayes est extrêmement simple. Aujourd'hui, les stablecoins dominants du marché, et donc l'écosystème crypto en général, est beaucoup trop dépendant du système bancaire américain. D'ailleurs, il ne craint pas seulement la faillite potentielle de banques, mais également le refus de certaines banques de continuer à faire affaire avec Tether ou Circle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Arthur Hayes développe tout un argumentaire dans ses articles Dust on Crust et Dust on Crust partie 2, dans lequel il explique que la réserve fédérale américaine, et donc globalement tout le secteur bancaire américain, aurait de bonnes raisons d'être hostile à Tether et Circle. Et qu'il est donc beaucoup trop risqué de se reposer sur la bonne volonté du secteur bancaire américain de bien vouloir travailler avec ces acteurs. Bref, d'après Arthur Hayes, la situation est extrêmement précaire. Mais heureusement, il a une solution à nous proposer. La solution proposée par Arthur Hayes s'appelle le Nakadollar, en hommage à Satoshi Nakamoto. Imaginons que j'achète $1 de Bitcoin et que je le garde bien au chaud dans mon wallet ou dans un exchange centralisé comme Binance. Exactement au même moment, j'ouvre une position short sur le Bitcoin pour une valeur de $1. C'est-à-dire que je parie en quelque sorte $1 sur la baisse du prix du Bitcoin. Tant que cette position est ouverte, si le prix du Bitcoin baisse de 10%, je vais faire un bénéfice de 10% sur la valeur que j'ai misée, donc 10% de $1. Et à l'inverse, si le prix du Bitcoin augmente de 10%, je perds 10% de la valeur que j'ai misée. Bon, et bien le fait d'avoir acheté $1 de Bitcoin et d'avoir ouvert une position short exactement au même moment sur le Bitcoin de la même valeur de $1, c'est ce qu'on appelle une stratégie delta neutre. C'est une stratégie qui fait que la valeur globale de mon portefeuille ne va pas bouger. Par exemple, si le prix du Bitcoin augmente de 10%, je vais perdre 10% de la valeur que j'ai pariée dans ma position short, donc 10% de $1. Mais à côté de ça, les bitcoins que j'avais achetés, eux, ils ont pris 10% de valeur. Donc ils ne valent plus $1, mais 1,1$. La perte que j'encaisse avec ma position short est exactement compensée par la hausse du prix des bitcoins que j'avais achetés. Et c'est exactement pareil avec une potentielle baisse du prix du Bitcoin. Si le prix du Bitcoin baisse, les Bitcoins que j'ai achetés vont perdre en valeur, mais cette perte de valeur va être exactement compensée par les gains, par les profits que j'aurais fait avec ma position short. Dans tous les cas, la valeur globale de mon portefeuille ne bouge pas, elle reste à exactement $1. Enfin, à un petit détail près. Il va y avoir des toutes petites variations progressives à cause du funding rate.
Alors, petite explication de ce qu'est le funding rate. Les longs et les shorts sont des paris sur l'évolution du prix futur du Bitcoin. Si on ouvre un long, ça veut dire qu'on parie sur la hausse du prix du Bitcoin, et si on ouvre un short, ça veut dire qu'on parie sur la baisse du prix du Bitcoin. Quand on gagne notre pari, on gagne de l'argent. Comme j'expliquais, par exemple, si on ouvre un short sur le Bitcoin de 1 dollar, et que le prix du Bitcoin baisse de 10%, je vais faire un profit de 10% du dollar que j'ai parié. Mais d'où vient l'argent que je gagne? Eh bien, il vient de la poche de ceux qui ont perdu leur pari, ceux qui avaient ouvert une position longue. Les bénéfices des positions short sont payés avec les pertes des positions longues, et inversement, c'est assez intuitif. Mais ça marche uniquement quand il y a le même nombre de shorts et de longues. S'il y a un spéculateur qui parie 1 dollar en short, et au même moment un spéculateur qui parie 1 dollar en long, alors tout se passe bien. Si le prix du Bitcoin augmente de 10%, le long va gagner 10% et le short va perdre 10%, donc le long gagnera tout simplement ce que le short a perdu. Mais ça, c'est quand le marché est exactement équilibré, et ce n'est en fait jamais le cas. En général, il y a soit plus de gens qui parient à la baisse, soit plus de gens qui parient à la hausse. Et là, ça devient problématique. Imaginons qu'on a des spéculateurs qui parient 2 dollars en short, donc à la baisse, et d'autres spéculateurs qui parient 1 dollar à la hausse. Et maintenant, imaginons que le prix du Bitcoin baisse de 10%. Alors ceux qui ont parié à la baisse, les shorts, doivent faire 10% de bénéfices. Sauf qu'ils ont parié 2 dollars, donc 10% de 2 dollars, c'est 20 centimes. Sauf que la position longue, qui elle a perdu 10%, elle n'avait parié que 1 dollar, donc elle a perdu 10 centimes. Donc les pertes des positions longues, à ce moment-là, ne sont pas suffisantes pour rembourser les gains des positions short. Il n'y a pas d'équilibre. Et c'est là qu'intervient le funding rate. Le funding rate, c'est une taxe qui va être payée soit par les longues, soit par les shorts pour rééquilibrer tout ça. S'il y a plus de longues que de shorts, le funding rate est positif. Ça veut dire que les longues, ceux qui parient à la hausse, vont devoir payer une taxe pour tout le temps où ils veulent maintenir leur pari à la hausse. Ils vont payer cette taxe progressivement tant qu'ils gardent leur position de longue ouverte. Et les positions de short, au contraire, qui sont minoritaires, elles vont recevoir cette taxe, elles vont être payées pour maintenir leur position ouverte. Et au contraire, si on est dans une position où il y a beaucoup plus de gens qui parient à la baisse, donc beaucoup plus de short que de longues, alors on va avoir un funding rate qui est dit négatif, et là c'est les shorts qui vont payer une taxe pour maintenir leur position, et les longues vont recevoir de l'argent. Ça permet tout simplement d'inciter ou de désinciter les gens à tenir des positions longues et des positions short quand il y a un trop grand déséquilibre, et ça permet de ramener vers l'équilibre. Bon, en vrai, j'ai beaucoup simplifié, et personnellement, il y a 2-3 détails qui m'échappent un petit peu au niveau du fonctionnement du funding rate, mais dans l'idée, c'est exactement ça. Et donc, plus on a un déséquilibre entre les shorts et les longues, et plus on aura un funding rate qui est soit extrêmement positif, parce qu'il y a beaucoup trop de longues, soit extrêmement négatif, parce qu'il y a beaucoup trop de shorts. Et historiquement, le funding rate est plutôt très positif. Il y a en général beaucoup plus de positions longues que de positions short sur le Bitcoin. Et c'est assez logique. Depuis la création du Bitcoin, la tendance de fond du Bitcoin a été extrêmement haussière. Donc logiquement, il y a beaucoup plus de gens qui veulent parier sur la hausse que sur la baisse. Donc en général, le funding rate est très positif, il y a donc les longues qui vont payer une taxe et les shorts qui vont recevoir de l'argent pour maintenir leur position. C'est variable, hein, le déséquilibre il va varier au cours du temps, et de temps en temps on va avoir un funding rate qui va devenir négatif, mais globalement il va rester bien dans le positif car le marché est très biaisé à la hausse. Ok, donc revenons-en à notre stratégie delta neutre. Si on achète 1 dollar de Bitcoin et qu'on ouvre au même moment une position short de 1 dollar sur le Bitcoin, alors la valeur globale du portefeuille va rester autour de 1 dollar. Mais elle va légèrement varier à cause du funding rate. Si le funding rate est négatif, alors maintenir notre position short va nous coûter de l'argent et la valeur globale du portefeuille va petit à petit descendre en dessous des 1 dollar. Par contre, si le funding rate est positif, alors on va recevoir de l'argent pour maintenir nos positions short, et donc on va progressivement gagner de l'argent, et la valeur globale du portefeuille va progressivement aller au-dessus de 1 dollar. Ok, on est bon? Le Nakadollar, décrit par Arthur Hayes, va exploiter exactement ce concept. Il fonctionnerait de la manière suivante. On créerait une DAO qui émettrait les Nakadollars. Pour chaque Nakadollar émis, la DAO va acheter 1 dollar de Bitcoin et ouvrir une position short de 1 dollar sur un exchange centralisé. Elle appliquerait donc une stratégie delta neutre qui assurerait que pour chaque Nakadollar émis, il y a bien 1 dollar de valeur dans son portefeuille. Et ce, peu importe les variations de prix du Bitcoin. À tout moment, on pourrait venir réclamer à la DAO 1 dollar en échange d'un Nakadollar. La DAO n'aurait qu'à vendre une partie de ses bitcoins et fermer une partie de ses positions short
pour récupérer un dollar et pour le donner à celui qui le demande. Et en bonus, cette DAO ferait des bénéfices. Grâce au funding rate positif, la valeur du portefeuille de la DAO augmenterait progressivement au cours du temps et serait au-dessus de la valeur nécessaire à assurer tous les nakadollars en circulation. Bon, après, évidemment, si le funding rate passe à certains moments violemment dans le négatif, alors là, la DAO commencera à perdre de l'argent. Tu commences peut-être à voir un petit peu les risques que ça peut engendrer, mais on reviendra là-dessus plus tard. Arthur Hayes décrit parfaitement le fonctionnement du nakadollar dans son article, mais il ne fait que le décrire, il n'a pas l'air de vouloir le créer lui-même. Mais à la fin de son article, il tend une perche en disant que si quelqu'un créait un jour ce projet, il aurait son soutien. Et cette perche a été saisie. Un an jour pour jour après la sortie de son premier article, Arthur Hayes sort un autre article appelé Dust on Crust partie 2, où il fait la promotion d'un projet, Ethena. Un projet qui serait né dans la tête de Guy Young, le fondateur et CEO d'Ethena, en lisant l'article de Arthur Hayes. Première chose très impressionnante avec Ethena, c'est qu'il est backé par les plus grands exchanges centralisés, comme Binance, OKX et Bybit. Mais il est également backé par les grands noms de la finance décentralisée, notamment le fondateur de AV, de Synthetix et de Curve. Déjà, quand on voit ça, ça pèse pas mal. Alors qu'est-ce que c'est Ethena? Globalement, c'est juste la réalisation de l'idée de Arthur Hayes, sauf qu'on n'appelle pas ça le nakadollar, mais on appelle ça l'USDE. Et cette USDE présente quelques différences avec le nakadollar, des différences qui se veulent évidemment être des améliorations. La première différence, et la différence principale, c'est que les bénéfices générés par le funding rate n'ont pas vocation à être des bénéfices pour Ethena. Ils sont redistribués aux stakers d'USDE. Plutôt que d'être simplement un stablecoin indexé sur le dollar, Ethena offre la possibilité de staker des USDE pour recevoir un rendement. Rendement qui vient des bénéfices qui sont réalisés grâce au funding rate généralement positif. On en parlait tout à l'heure. L'ambition d'Ethena, c'est pas simplement de créer un stablecoin, c'est de créer ce qu'ils appellent un Internet Bonds, en référence aux Treasury Bonds qui sont les bons du trésor américain, les obligations américaines. Ils veulent créer un actif qui soit libellé en dollars, qui soit accessible à tous et qui génère un rendement. L'idée étant de permettre à n'importe qui d'épargner de la valeur en dollars, car le dollar c'est la monnaie du monde. Mais un stablecoin dollar classique ne permet pas de conserver de la valeur en dollars au cours du temps, car ce dollar va peu à peu perdre de la valeur à cause de l'inflation. Pour ne pas perdre en pouvoir d'achat, il faut avoir un rendement sur ces dollars. En général, le moyen le plus classique d'épargner de la valeur en dollars et d'avoir un rendement, c'est d'avoir accès aux bons du trésor américain. Mais la possibilité d'avoir accès à ces bons du trésor n'est pas donnée à tout le monde, il faut passer par des banques américaines et faire un KYC. Typiquement, le protocole Ondo Finance propose d'avoir accès à des bons du trésor tokenisés, mais pour l'utiliser, il faut faire un KYC. Ethena cherche à créer un actif libellé en dollars qui offre un rendement et qui soit accessible à tous, sans KYC et sans dépendre à aucun moment d'une banque américaine. Il décide donc pour faire ça de reverser tous les bénéfices faits grâce au funding rate aux stakers du SDE et donc de créer un rendement natif sur l'USDE, il suffit de le staker, et ils appellent ça l'Internet Bonds. Ça, c'est la première grosse différence avec le nakadollar décrit par Arthur Hayes. La deuxième grosse différence, c'est que Ethena décide de booster ses rendements en n'utilisant pas du Bitcoin, mais en utilisant initialement de l'Ether. Dans l'article de Arthur Hayes, l'actif utilisé est uniquement le Bitcoin. Ethena, de son côté, va utiliser en priorité des Ethers, et il va staker ces Ethers sur des protocoles de liquid staking comme Lido pour obtenir un rendement sur le staking de ces Ethers. Ça leur permet d'avoir une autre source de bénéfices. En plus des profits faits grâce au funding rate, il y a maintenant des profits faits grâce au rendement de staking d'Ether. Et une autre source de profit pour Ethena, ça permet de reverser encore plus d'argent aux stakers du SDE et donc proposer des rendements qui sont plus élevés. Ça aussi c'est extrêmement intéressant, même si évidemment ça rajoute des facteurs de risque. On reviendra dessus un peu plus tard. Et enfin, une dernière grosse différence entre l'USDE et le nakadollar, c'est que Ethena utilise des off-exchange settlements. Il faut bien comprendre que le nakadollar proposé par Arthur Hayes n'est pas dépendant des banques américaines, mais il est dépendant des exchanges centralisés. Car la DAO doit déposer du collatéral sur les exchanges centralisés pour pouvoir ouvrir ses positions de short. Arthur Hayes, lui, il s'en fiche un peu, il n'a aucun problème avec les exchanges centralisés, il est lui-même le fondateur et CEO d'un exchange centralisé. Mais bon, avec l'affaire FTX, le fondateur d'Ethena a décidé qu'il serait bien de pas trop s'exposer aux exchanges centralisés. Et donc, au final, Ethena décide d'utiliser un autre type de service tiers,
qu'on appelle les off-exchange settlements, qui permettent de stocker leur collatéral à l'extérieur des exchanges centralisés. En principe, si on veut ouvrir une position short de 1000 $ sur un exchange centralisé, il faut bien miser 1000 $. Donc il faut déposer un collatéral qui a une valeur de 1000 $ sur l'exchange centralisé. Grâce au service des off-exchange settlements, Ethena peut ouvrir des positions de short sur des exchanges centralisés sans stocker son collatéral sur ces exchanges centralisés, en les stockant à l'extérieur. Ça ouvre encore un autre vecteur de risque lié à l'utilisation d'un autre service tiers, mais ça réduit largement l'exposition aux exchanges centralisés. L'USDE permet de bénéficier d'un rendement, et pas n'importe quel rendement. Un rendement incroyablement élevé qui tournait entre 60% et 100% sur la première moitié de mars 2024. La croissance de l'USDE a été incroyable, atteignant 2,3 milliards d'unités en circulation en seulement 6 mois. C'est tout simplement la croissance la plus rapide jamais observée pour le lancement d'un stablecoin. Et cette croissance a été principalement stimulée par les rendements ultra élevés qui étaient proposés. Et ça fait naturellement penser à la catastrophe de Luna. Ça rappelle la croissance incroyable de l'UST qui avait été principalement stimulée par des rendements de 20% proposés par le protocole Encore. Et malheureusement, on sait comment ça a fini. Alors quoi, est-ce que Ethena est le prochain Luna ? Il y a beaucoup de risques différents, beaucoup de scénarios différents dans lesquels ça se passerait pas très bien pour l'USDE. Mais on va commencer par se rassurer un petit peu, l'USDE n'a rien à voir avec l'UST. Déjà, il faut savoir que les rendements qui étaient proposés par le protocole Encore étaient à l'époque distribués à perte, ils n'étaient pas du tout soutenables. Il était constamment financé en partie par les réserves du protocole. Le rendement qui est proposé aujourd'hui par l'USDE, lui, s'adapte aux conditions de marché. Chaque euro, chaque dollar qui est distribué en rendement a été gagné, il y a eu un profit derrière. Aucun rendement n'est distribué à perte. Donc le modèle semble déjà beaucoup plus soutenable que l'UST à l'époque. Mais bon, quand même, quels sont les risques qui sont liés à l'USDE ? Il y en a plein. Le premier est le risque de funding rate négatif. Comme on en a déjà parlé précédemment, quand le funding rate passe dans le négatif, Ethena va commencer à perdre de l'argent. Plutôt que de recevoir de l'argent pour ses positions short, il va devoir payer de l'argent pour maintenir ses positions short. Cette situation peut avoir plusieurs niveaux de gravité. D'abord, si le funding rate est très légèrement négatif, Ethena peut tout simplement ne faire aucune perte. On se rappelle effectivement que Ethena a une autre source de profit qui sont les rendements de staking sur Ethereum. Donc si les rendements rapportés par les Ethers stakés sont plus élevés que les pertes liées au funding rate négatif, alors Ethena est toujours à l'équilibre et toujours en bénéfice. Le deuxième niveau de gravité, c'est si les funding rates deviennent très négatifs et que Ethena commence à vraiment globalement perdre de l'argent. Eh bien, à ce moment-là, le rendement qui est proposé aux stakers d'USDE va tomber à 0%. Mais la valeur de l'USDE va rester à 1 $, il n'y aura pas de dépeg. Le protocole Ethena possède des réserves qui sont actuellement à 40 millions de dollars et qui permettent d'encaisser les premières pertes qui seraient liées à une période dans laquelle les funding rates deviennent négatifs. Il y a donc en quelque sorte une surcollatéralisation des USDE avec un excès de 1,7% grâce à cette réserve. Quand le funding rate passe dans le négatif, Ethena commence à perdre petit à petit de l'argent, mais l'USDE ne va pas dépeg de la valeur du dollar, car le portefeuille global d'Ethena va toujours contenir suffisamment de valeur pour backer l'intégralité des USDE en circulation. Si la situation est temporaire, le funding rate va finir par repasser dans le positif, et Ethena va recommencer à faire des profits, et va recommencer à accumuler la réserve qu'elle avait consommée. La situation devient vraiment grave si les funding rates négatifs durent dans le temps et que les réserves d'Ethena s'assèchent. À ce moment-là, la valeur du portefeuille d'Ethena pourrait commencer à être insuffisante pour backer l'intégralité des USD en circulation. Et c'est là qu'on pourrait voir l'USDE dépeg de la valeur du dollar progressivement, ou même peut-être rapidement s'il y a un mouvement de panique. Mais il faut quand même noter 3 éléments qui viennent mitiger ce risque. La première chose, c'est que historiquement, on en a déjà parlé, le funding rate est très biaisé dans le positif. Et même si de temps en temps il passe dans le négatif, en général ça dure extrêmement peu de temps. Dans les conditions de marché qu'on a toujours connues, le scénario dans lequel le funding rate passe dans le négatif sur une période prolongée est assez improbable. La deuxième chose, c'est que si les conditions de marché se dégradent et que le funding rate passe dans le négatif, Ethena va commencer à perdre de l'argent, le marché commencerait à sentir que l'USDE est un petit peu en danger, et tout le monde irait brûler des USDE pour récupérer la valeur sous-jacente. Cela aura pour effet de réduire la taille du supply circulant d'USDE, et donc de réduire la taille des positions short tenues par Ethena.
Ethena aura moins de positions short en cours et donc perdra de l'argent de moins en moins vite. Et ça, c'est donc une mécanique extrêmement naturelle qui fait que dès que le risque va commencer à se faire sentir, on aura naturellement une baisse du supply du SDE et une baisse du risque. C'était exactement l'inverse avec l'UST de Luna qui était programmé pour entrer dans une spirale baissière dès que la panique commencerait. Et finalement, la dernière chose rassurante, c'est que Ethena a quand même fait beaucoup de simulations par un acteur externe qui s'appelle Kao Labs pour estimer les risques liés à leur modèle. Il y a plein de rapports extrêmement complets qui étudient les différents risques liés à l'USDE. Donc a priori, ils ont fait les choses quand même plutôt proprement et ils ont choisi une réserve appropriée pour assumer ces risques. Ok, donc ça c'était le premier risque, le risque le plus évident lié au funding rate négatif. Le deuxième risque est lié à l'utilisation que fait Ethena du liquid staking d'Ether. Pour améliorer ses profits, Ethena va staker des Ethers et il va obtenir un liquid staking token comme le STETH de Lido. Donc quand il fait ça, Ethena ne va pas détenir des ETH mais des STETH. Mais en général, on ne peut pas shorter des STETH, on peut shorter de l'Ether, du vrai Ether, des ETH. Donc Ethena possède dans son portefeuille des STETH, mais ouvre une position short, non pas sur des STETH, mais sur des ETH. Alors en principe, les prix de l'ETH et du STETH sont quasiment identiques, car un STETH permet de récupérer un ETH. Mais si la plateforme de liquid staking, donc par exemple Lido, a un problème, eh bien à tout moment, on pourrait avoir un dépeg du STETH par rapport à la valeur de l'ETH. Et ça pourrait vraiment faire perdre de l'argent à Ethena et mettre son modèle en danger, car à ce moment-là, la valeur du STETH chuterait sur les marchés, mais les positions short d'Ethena ne le protègent pas contre la chute du STETH, ils le protègent contre la chute de l'Ether. Et si à un moment Ethena est forcé d'encaisser des pertes, par exemple en vendant un STETH à un moment où sa valeur n'est pas égale à un Ether, et bien là, la valeur du portefeuille global d'Ethena, le bilan d'Ethena, pourrait prendre un sacré coup, et c'est là qu'on verrait un dépeg de l'USDE. Ceci dit, notons que la proportion du collatéral d'Ethena qui est représentée par des STETH est plutôt faible, actuellement environ 14%. Donc même dans le scénario où il y a une grosse catastrophe et où la valeur des STETH plonge à 0, eh bien en principe, la valeur du bilan d'Ethena ne devrait pas chuter de plus de 14%, et donc l'USDE ne devrait pas dépeg de plus de 14% de la valeur du dollar. Enfin, le dernier risque lié à l'USDE serait si l'un des partenaires, l'un des nombreux partenaires d'Ethena, avait un problème. Ça peut être un exchange centralisé qui fait faillite, ça peut être un off-exchange settlement qui aurait un problème technique. Ethena a beaucoup de partenaires différents. Alors je n'ai aucune idée de la probabilité que ce genre d'événement apparaisse. Mais si ça arrivait, Ethena pourrait perdre toute une partie de son portefeuille. Mais là encore, il faut garder en tête que cela n'affecterait qu'une partie des fonds d'Ethena. Ethena travaille avec plein de partenaires différents, et si l'un des partenaires a un problème, seuls les fonds qui sont liés à ce partenaire seraient en danger. Donc ce sont des scénarios dans lesquels l'USDE peut dépeg de la valeur du dollar, mais ce ne sont pas des scénarios dans lesquels l'USDE plonge à zéro. Bref, il y a vraiment 10 000 facteurs de risque sur Ethena. J'ai tendance à penser que l'un de ces scénarios arrivera un jour ou l'autre. Le petit fonds de réserve de 1,5% d'Ethena ne semble pas adapté à faire face à tous ces scénarios. Mais il faut bien avoir en tête qu'il n'y a a priori aucun scénario dans lequel l'USDE plonge à zéro. Et c'est pas très étonnant car on se rappelle quand même qu'il y a beaucoup de monde bien calé qui back ce projet, donc s'il y avait des mécanismes vraiment foireux à la Luna, ce serait assez étonnant. Néanmoins, il faut quand même faire attention aux potentiels effets de contagion. MakerDAO a créé sur Morpho un pool de 300 millions de DAI qui permettent d'emprunter des DAI contre un collatéral de USDE staké, de SUSDE. Ils ont fait ça pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir profiter des rendements proposés par Ethena. Donc ils ont créé ce pool où on peut venir emprunter des DAI en mettant des SUSDE en collatéral, et ça, malheureusement, ça permet aux gens de s'exposer avec un effet de levier sur les rendements proposés par Ethena. Certains utilisateurs vont acheter de l'USDE, ils vont staker l'USDE pour bénéficier du rendement, ils vont utiliser ces SUSDE pour pouvoir emprunter du DAI, ils vont utiliser les DAI empruntés pour pouvoir acheter d'autres USDE, pour staker ces autres USDE. Ils vont pouvoir obtenir d'autres SUSDE, utiliser ces autres SUSDE pour emprunter encore plus de DAI, et ainsi de suite. Des boucles d'emprunt qui permettent d'acheter toujours plus d'USDE, de staker toujours plus d'USDE, et de s'exposer avec un effet de levier sur les rendements proposés par Ethena. Ça multiplie les gains, mais ça augmente évidemment les risques, avec des risques de liquidation en cascade si le USDE dépègue de la valeur du dollar. Honnêtement, j'ai du mal à appréhender tous les risques qui seraient liés à ces effets de contagion. Avec tous ces montages bizarres et ces effets de levier dans les différents protocoles DeFi, c'est vrai que l'effet global sur l'écosystème d'un dépeg de l'USDE me semble assez imprédictible. Donc même si à première vue je ne vois pas de scénario dans lequel l'USDE plonge à zéro,
Il y a probablement des scénarios plus complexes et plus graves que je n'ai pas identifiés. Donc en vrai, je sais pas, l'avenir nous le dira. Bon, à ce stade, on a bien fait le tour des risques. Mais au-delà des risques, on peut également mettre en avant un certain nombre de critiques, et notamment une potentielle limite en termes de scalabilité. Arthur Hayes affirme que l'USDE va remplacer l'USDT. Il a même le culot de critiquer la scalabilité de l'USDT, alors qu'il y a quand même plusieurs éléments qui laissent penser que l'USDE a une scalabilité vraiment limitée. Déjà, plus la quantité d'USDE en circulation augmente, plus la taille des positions de short d'Ethena augmente. Aujourd'hui, le supply d'USDT est de 110 milliards et celui d'USDE n'est que de 2,5 milliards. Et les positions de short tenues par Ethena représentent déjà une partie significative de l'open interest de Bitcoin et de Ethereum. Ça veut dire que Ethena est déjà actuellement un mastodonte du marché des produits dérivés sur Bitcoin et Ethereum. Donc pour dépasser l'USDT et donc multiplier par 50 le supply d'USDE, je pense qu'on va pouvoir courir longtemps. Très rapidement, Ethena deviendra un mastodonte et aura un impact significatif sur le funding rate. Ces positions de short seront tellement massives que cela baissera le funding rate, et ça va non seulement baisser les rendements proposés par Ethena, mais également augmenter la probabilité que le funding rate passe dans le négatif. Donc en gros, la taille que peut atteindre le supply d'USDE est intrinsèquement limitée par la taille du marché des produits dérivés sur les cryptos. Arthur Hayes est plutôt très optimiste à ce sujet. Il dit que la taille du marché des produits dérivés sur les cryptos va augmenter exponentiellement avec l'expansion du marché des cryptos en général. Mes compétences sont trop limitées pour savoir si l'optimisme d'Arthur Hayes est vraiment justifié ou non, mais en tout cas, le fait est que dans les conditions actuelles de marché, l'USDE ne peut absolument pas scaler autant que l'USDT. Ça, c'est le premier point limitant la scalabilité. Le deuxième point qui limite également la scalabilité, c'est le Rainbow Chart de Bitcoin. Tu connais peut-être cette règle générale qui dit que la croissance d'un actif est de plus en plus faible à mesure que cet actif devient capitalisé. C'est l'idée qu'il y a derrière le Rainbow Chart de Bitcoin. Plus Bitcoin va être gros, plus il va augmenter en prix lentement. Et donc, très naturellement, le biais haussier va s'atténuer avec le temps sur Bitcoin et sur les cryptos. Si le funding rate est extrêmement positif historiquement, c'est parce que la tendance haussière du Bitcoin et de l'Ethereum est extrêmement marquée. Donc tout le monde veut parier à la hausse. Mais avec le temps, alors que la tendance haussière sera de moins en moins nette, eh bien le biais haussier va naturellement réduire et le funding rate va être de moins en moins positif. Donc un funding rate qui va naturellement baisser à long terme, donc un moins bon rendement pour l'USDE et plus de chances que le funding rate passe dans le négatif sur des périodes de temps longues. Ça, c'était le deuxième élément qui limite à long terme la scalabilité de l'USDE. Globalement, on peut même déjà aujourd'hui voir certaines traces de cette limite de scalabilité. Évidemment, quand on était en pleine euphorie en mars, les funding rates étaient ultra élevés et les rendements proposés par l'USDE tournaient autour des 60%. C'est basé sur ces rendements-là, sur cette période-là, que Arthur Hayes a joyeusement fait l'estimation que le token d'Ethena, le ENA, devrait avoir une FDV de 189 milliards de dollars. C'est bien mignon, mais évidemment les revenus que percevait le protocole pendant la phase d'euphorie étaient extrêmement éphémères. Depuis, le marché s'est bien calmé et on a eu quelques phases assez bearish avec le funding rate qui est passé un petit peu négatif. Les revenus du protocole ont fondu et la croissance du supply du SDE s'est arrêtée net et a stagné pendant un mois. Cette croissance n'a recommencé qu'il y a quelques jours alors que le marché recommence à être un peu plus optimiste. Donc c'est bien mignon de faire des estimations mirobolantes quand le marché est en pleine euphorie, mais quand on voit comment leur modèle se comporte pendant des phases un petit peu plus tendues alors que leur supply n'est que de 2,3 milliards actuellement, on peut légitimement se poser la question de la scalabilité de ce modèle. D'ailleurs, petite observation que je trouve assez intéressante. Actuellement, si on regarde les rendements proposés par Ethena, ils sont encore extrêmement élevés. Pourtant, quand on regarde les rendements, le profit du protocole en général, ils sont beaucoup plus faibles. Comment ça se fait ? C'est parce que les revenus sont redistribués uniquement aux stakers du SDE et pas à tous les holders du SDE. Et que actuellement, très peu du SDE sont stakés. Donc les revenus globaux du protocole, qui tournaient plutôt autour des 5% pendant les phases où le marché était un peu moins haussier, ce revenu-là est distribué à une petite portion des propriétaires du SDE, ceux qui stake les USDE. Et donc ces personnes ont des rendements beaucoup plus élevés. Mais pourquoi est-ce qu'une grande partie des USDE ne sont pas stakés ? C'est parce qu'il y a une campagne de airdrop qui se déroule en ce moment et qui propose de gagner des points. Pour farmer ces points, il faut déposer des USDE sur certains protocoles pour fournir de la liquidité. Donc beaucoup de gens préfèrent déposer leurs USDE pour farmer ces points-là plutôt que de les staker pour recevoir le rendement classique.
Et ça, c'est extrêmement artificiel, c'est lié à la campagne de airdrop. Dès qu'il n'y aura plus cette campagne, la plupart des USDE viendront pour être stakés. Et à ce moment-là, le rendement proposé aux stakers se rapprochera beaucoup plus du rendement global du protocole. En ce moment, environ 5 à 8%, ce qui est beaucoup moins impressionnant. Il y a une dernière critique qu'on peut faire d'Ethena, même si personnellement ça me dérange beaucoup moins. C'est que Ethena n'est pas décentralisé. Il faut bien comprendre que l'USDE n'a pas vocation à être décentralisé. Il offre un profil de risque différent de l'USDT et l'USDC, car il n'est pas exposé aux banques américaines, mais il est exposé aux exchanges centralisés et à d'autres services tiers. Il reste donc dépendant d'organismes centralisés. Une autre chose, c'est qu'il n'est pas complètement permissionless. Pour pouvoir créer et retirer des USDE de la circulation, il faut être whitelisté et avoir fait un KYC. Donc l'émission d'USDE n'est pas du tout gérée de manière permissionless. Mais bon, ça, ce n'est pas la promesse d'Ethena. Leur promesse, c'est de créer un actif indépendant des banques américaines qui permettent d'épargner de la valeur en dollars et de recevoir un rendement natif en dollars et accessible à tous de manière permissionless. Eh bien, cette promesse, ils la tiennent. Même s'il faut être whitelisté pour créer des nouveaux USDE, n'importe qui peut acheter des USDE sur le marché secondaire sans avoir besoin d'être whitelisté, sans avoir besoin de KYC, et donc n'importe qui peut bénéficier de l'USDE et des rendements qui sont proposés. Et ce, sans être exposé à aucun moment au système bancaire américain. Mission accomplie. Mais si on veut quelque chose de décentralisé, il faudra aller voir autre part. Le token ENA est un pur token de gouvernance. Un token de gouvernance pour un projet extrêmement centralisé. Donc en fait, c'est vraiment pas dingo comme utilité. Encore un token qui est là principalement pour lever des fonds et dont on se serait bien passé. Arthur Hayes le compare à Ondo et estime que selon cette comparaison, le FDV de ENA devrait être de 189 milliards. Sachant qu'au moment où je parle, elle est à 13 milliards. Bon, alors déjà, Arthur Hayes a raison de comparer ENA à Ondo. Ce sont tous les deux des tokens de gouvernance pour des projets très centralisés qui ont des produits concurrents, puisque Ondo propose également des rendements sur des produits en dollars grâce à la tokenisation de bons du trésor américains. Donc la comparaison est vraiment pertinente. Par contre, comme je l'ai dit, Arthur Hayes a bien déliré sur son estimation en utilisant les chiffres de la période d'euphorie qui étaient évidemment extrêmement éphémères. Et puis bon, dans tous les cas, Ondo et ENA, ce sont deux tokens de gouvernance, donc avec une valeur extrêmement abstraite, extrêmement spéculative, pas très palpable. Donc une estimation de leur valeur réelle est assez difficile. En tout cas, Ethena est un projet super intéressant qui propose un produit très pertinent. Il est backé par les plus gros acteurs de l'écosystème, ce qui est plutôt rassurant, mais il faut vraiment garder en tête tous les potentiels risques liés au projet et se dire qu'avec les effets de contagion, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe assez imprévisible. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Cette vidéo a été extrêmement longue à réaliser, donc si ça t'a plu, ce serait génial que tu t'abonnes, et moi je te dis à très vite.